Et cette invitée aujourd'hui, c'est vous, Sophie Hoffman. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste en devenir, autrice du podcast My Boob Story, littéralement l'histoire de mon sein. Un podcast en 200 épisodes de 5 minutes chacun, dans lequel vous racontez votre cancer du sein au quotidien et le parcours, votre combat contre la maladie. C'était il y a 2 ans, à l'automne 2020. Vous aviez 34 ans et on vous a diagnostiqué un cancer au sein droit de façon très précoce. Et pour cause, vous étiez surveillée de près. Oui, voilà. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai une mutation sur le gène BRCA1. Donc, c'est un gène dont on est tous porteurs, hommes et femmes. Et chez certaines personnes, il est muté, donc il a une anomalie. Et en fait, quand on a cette anomalie et que se développe un cancer au niveau du sein ou de l'ovaire, l'organisme ne s'est pas réparé. Donc, c'est pour ça que moi, bon, ça s'est déclaré à 34 ans. Ça aurait pu se passer un petit peu plus tard. Mais l'objectif de ce suivi très très régulier, c'était de pouvoir intervenir au tout début de la formation de ce cancer. Alors, vous étiez suivi à l'Institut Curie, qui est un des instituts en pointe ici en France, de la recherche et du traitement du cancer. Ce n'était pas nécessairement une surprise, vous saviez que vous étiez à risque, on n'est pas nécessairement préparé pour autant. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est diagnostiqué? On se dit, bah mince, je pensais pas que... On sait que ça peut arriver, c'est vraiment quand on est porteuse de cette mutation, ou porteur d'ailleurs, parce que ça arrive chez les hommes aussi. On sait que ça peut arriver, mais moi en plus j'étais dans un projet de grossesse, donc j'étais pas du tout là-dedans. Je m'étais dit, bon, ça fait 1 an que j'ai pas fait ces examens de dépistage, donc il faut absolument que je le fasse. Et j'ai bien fait. Mais voilà, le choc est quand même là. En plus, voilà, on prononce des mots qui font peur. Mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie. On arrive dans dans tout un lexique qu'on n'a jamais envie d'entendre. Et puis après, bon, bah, ça se fait en fait. Et tout de suite, on est quoi? On est combatif ou on est mu par la nécessité de se dire, bon, bah, de toute façon, combatif ou courageux ou pas, il faut y aller? Ouais, on y va. Je pense que c'est vraiment, on est dans un espèce de tunnel où on va tracer. On se dit, OK, l'objectif, c'est les traitements, donc on va y aller à fond. Moi, j'ai essayé d'aborder ça de la façon la plus positive possible, en me disant, bon, bah, c'est un passage, ça va être un moment de ma vie et je vais le traverser le mieux possible. Voilà, et votre façon à vous de faire face, c'est que vous vous dites tout de suite que vous allez peut-être, d'abord pour vous-même, raconter avec votre téléphone, en enregistrant des notes vocales, tout ce qui va se passer dans les mois qui sont devant vous. Un journal de bord optimiste. Pourquoi optimiste ? Oui, alors cette idée, c'est Damien, mon conjoint, en fait, qui me l'a soufflé. Il m'a dit, parce qu'au début, je prenais un petit peu des notes vocales comme des post-it. Il y a beaucoup d'informations. Donc, je commençais à enregistrer comme ça, boire tant de litres d'eau, etc., avant tel examen. Et donc, Damien m'a dit, mais enregistre, en fait, tes ressentis, ce qui se passe. On a besoin de communiquer sur cette maladie, de transmettre vraiment la réalité d'un parcours. Et c'est vrai que finalement ce téléphone, ça a été un petit peu mon premier confident parce que j'avais la possibilité de raconter sur le vif ce qui était en train de se passer, quoi. Alors vous racontez tout, les chimios, les radios, la perte de vos cheveux, votre première mastectomie, la seconde qui a été préventive, celle-là pour le coup, les bons moments, les moins bons, on vous entend rire et pleurer. Vous avez eu autant besoin de comprendre ce qui vous arrivait que de l'expliquer. Je pense à un épisode notamment, vous faites une petite note vocale à vos proches pour leur expliquer ce qui va vous arriver, mais aussi la façon dont vous avez envie qu'ils vous en parlent et qu'ils vous entourent, parce que dans la maladie, il faut aussi gérer ça. Ouais, en fait, j'avais pas envie... Enfin, l'annonce a été très travaillée, entre guillemets. Je me suis dit, bon, il faut que ce soit très clair, que j'annonce les faits et que je dise effectivement ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc, je ne veux pas entendre, par exemple, j'ai eu telle personne dans mon entourage qui a été touchée par cette maladie et ça s'est mal fini. Ça, on n'a pas besoin de le savoir, même si les gens ont besoin, en fait, de le dire, parce que ça fait face à beaucoup de peur aussi. Et voilà, j'ai dit, si vous voulez m'aider, allez demander des échantillons de crème, du vernis, des choses qui vont m'être utiles, en fait. J'ai eu besoin de guider comme ça.
Alors, parmi les choses qui ne vous ont pas aidé, donc peut-être ces récits de gens qui vous racontent des histoires terribles, qu'est-ce qui n'aide pas non plus dans ces moments-là ? Je pense le changement de regard, en fait. C'est vrai que nous, on n'a pas envie de changer. On n'a pas envie qu'on nous parle différemment. On n'a pas envie qu'on nous parle plus de telle chose ou de telle chose. Des petits tracas de la vie. C'est ça, en fait, parce que ça fait partie du quotidien de chacun. Et je vois pas pourquoi... Oui, bien sûr, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, c'est rien, entre guillemets, mais c'est quand même le quotidien. Donc, il faut continuer à partager comme on le faisait auparavant avec cette personne, quoi. Et alors, à contrario, qu'est-ce qui aide dans ces moments-là ? Quelles paroles ou justement, est-ce que vous pouvez nous conseiller d'autres récits qui ont pu vous aider ? Je pense que l'écoute, si on est à même de recueillir la parole, il ne faut pas hésiter à le signaler. Et après, des choses très concrètes. Ma mère m'a beaucoup aidée sur les draps, par exemple. Ça paraît tout bête, mais elle les prenait, elle les lavait et ils revenaient tout propres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'utile. Si c'est une personne qui a des enfants, embarquer les enfants pour une après-midi ou ramener des plats, par exemple. Enfin, des choses très concrètes qui vont aider la personne qui vit la maladie et la personne aussi qui soutient, parce que c'est vraiment des choses concrètes et utiles. La maladie vient bouleverser le rapport au corps, au cœur aussi. Est-ce que, et vous confiez beaucoup dans ce podcast vos rapports à vos cheveux, à vos sourcils qui tombent, à ces seins, bien sûr, qui ne sont plus tout à fait les mêmes, ni non plus tout à fait différents, mais voilà, qui viennent bien sûr être bouleversés. Est-ce que le fait que ces dernières années, il y ait eu beaucoup de choses sur ce rapport au corps, que des tabous soient tombés, ça permet de vivre les choses peut-être avec moins de difficultés ? Oui, et puis le fait que la chirurgie reconstructrice évolue aussi énormément. Moi, ma chirurgienne m'a annoncé tout de suite qu'elle préconisait une mastectomie, même si ce n'était pas obligatoire vu que la tumeur était petite, mais avec le BRCA1, la mutation, il y a quand même des grands risques. Et elle m'a dit, la reconstruction serait immédiate, donc ce n'est pas toujours le cas, mais vous vous endormez avec un sein et vous vous réveillez avec un sein. Et ma sœur m'avait dit, mais cette phrase est très dure. Mais oui, mais en même temps, moi, c'est quelque chose qui m'a rassurée, où je me suis dit, il n'y aura pas d'inconnu. En fait, ce ne sera pas exactement le même sein, mais ça restera un sein comme moi, je le connais, quoi. Dans un épisode, vous dites un des derniers, je crois, que vous serez marqué à vie dans votre corps, bien sûr, mais comment est-ce que ça se traduit dans la tête ? Est-ce qu'on devient plus forte ? Oui, je pense. Ouais, je pense qu'on devient plus forte. On se dit, j'ai traversé ça, donc... il peut rien m'arriver. Ouais, voilà. Ou alors, toutes les autres choses, c'est du bonus, quoi. C'est des choses positives. Je dis souvent aussi qu'il faut profiter quand ça va bien. Parce que quand on a des chimios ou des traitements, on est un peu... le corps, il encaisse. Et du coup, on a un petit peu plus de mal sur certaines choses. Et c'est vrai que quand on se lève et ça va bien, on peut marcher, on peut courir, on respire normalement, c'est bien aussi de se dire que ça va. Et je vous ai entendu dire que vous avez réalisé, après coup, donc vous avez été diagnostiqué en 2020, en gros, votre traitement pour un petit cancer, vous dites, était quand même un traitement lourd. Vous avez fait plusieurs dizaines de chimio et de radio, a duré à peu près 1 an. Et vous avez commencé le podcast une fois que vous aviez fini votre parcours de soins. Corrigez-moi si je me trompe, mais vous n'avez compris qu'en faisant le podcast à quel point ce qui vous était arrivé était en fait extrêmement dur. Oui, il y a vraiment plusieurs temps. Je pense que le cerveau, il fonce et il se dit, là, on réfléchit pas trop à ce qui se passe. Et après, c'est vrai que beaucoup de femmes parlent de l'après-cancer et se trouvent un petit peu délaissées. Mais c'est vrai que c'est là où on se dit, ah ouais, il s'est passé quand même tout ça, j'ai vécu tout ça. Enfin, j'ai eu des gros traitements, de la chimiothérapie, je l'ai vécu en fait. Il y a vraiment un espèce de décalage qui vient dans un second temps, ça c'est vrai, ouais. Et peut-être, pas pour rentrer dans votre intimité, mais vous parliez tout à l'heure de vos projets de grossesse. Peut-être il faut dire aux gens qui nous écoutent qu'avoir une mastectomie n'empêche pas, évidemment, de partir ensuite sur un projet de grossesse. Voilà, on peut avoir un projet de grossesse. Alors après, l'allaitement, du coup, n'est plus possible, vu qu'il n'y a plus de glandes mammaires. Mais ce qui se passe, c'est que quand on n'a pas encore eu d'enfant et qu'on a des traitements comme la chimiothérapie qui atteignent en fait la fertilité, il y a une préservation de fertilité. Donc on va congeler des ovocytes. C'est ce qui m'est arrivé. Et ça,
c'est de plus en plus proposé et il ne faut vraiment pas hésiter à le demander si ce n'est pas le cas. Ce qu'il ne faut pas hésiter non plus, et c'est l'occasion de le rappeler, c'est de se faire dépister. On va peut-être rappeler à quel âge il faut le faire et comment. Oui, alors c'est donc le dépistage par mammographie, c'est à partir de 50 ans. Et il faut vraiment le faire parce que, en fait, je sais que ça fait peur, mais c'est en arrivant au tout début qu'on a le plus de chances de guérir cette maladie. Et moi, ce que je conseille, c'est par exemple de le faire, pourquoi pas entre copines ou avec sa fille ou sa nièce, et de se prendre un petit temps en même temps, c'est-à-dire de se faire un salon de thé, une virée shopping ou quelque chose comme ça, pour que le jour de la mammographie, ce ne soit pas qu'une contrainte. Voilà. Ici en France, c'est pris en charge gratuitement à partir de 50 ans. On peut aussi pratiquer des autopalpations, se rendre une fois par an avant 50 ans chez son gynécologue. Je crois que pour les palpations, il y a beaucoup de vidéos qui permettent de se le faire soi-même. On rappelle que 90% des femmes atteintes d'un cancer sont guéries. Vous êtes en rémission. Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette histoire. Et donc, My Boob Story, votre podcast, est trouvable sur toutes les plateformes. Partout. Disponible et gratuit. Merci infiniment, Sophie Hoffmann. J'espère à bientôt dans notre belle profession. Oui, j'espère aussi. Et bonne journée à vous. Merci encore infiniment. La suite de Paris Direct, c'est dans un instant avec Sandrine Gomez. À tout de suite.